Bonsoir donc à vous toutes et à tous, c'est la troisième partie. Nous allons être brefs, donc pas comme la deuxième partie, on a pris beaucoup de temps, on a fait 32 minutes en deuxième partie au lieu de 26. Yassine Malzougui, bonsoir, et Bonsoir. Tarek Hafiz, Zulfillah. Donc nous allons parler un peu de l'international pour la rétrospective de l'année 2022. International, il y a une seule chose, on dirait, c'est l'Ukraine. N'est-ce pas? C'est le mondial. Oui, Coupe du Monde, oui, bien sûr. Coupe du monde, grandiose. Mais la globalité, c'est la guerre en Ukraine. Enfin, c'est l'opération spéciale. Selon Moscou. Selon Voilà, Poutine. Moscou, c'est ça, l'opération spéciale. C'est aussi une opération globale de la part de l'OTAN. Et puis l'implication bête et idiote de l'Europe. Ursula von der Leyen qui commence à menacer la Russie, surtout avec Poutine. C'est des fous. Les décideurs européens ont perdu la raison. Faire éclater le Nord Stream 1 et 2 comme ça bêtement, ils se condamnent eux-mêmes. Donc, je pense qu'on n'est pas très loin de la guerre nucléaire. Chaque jour nous rapproche de la guerre nucléaire. Carrément. Il ne pousse pas un peu le bouchon un peu trop loin? Sincèrement, moi je suis très pessimiste aussi. Après, bon, c'est un moyen comme un autre de se faire la guerre. Hein. Et puis, si ces armes existent, elles sont là, j'espère qu'elles ne seront pas utilisées. La réalité, c'est que vraiment, une opération spéciale, une guerre qui est en train de se transformer en guerre, parce que les Russes disent que c'est une opération spéciale. Hein. Oui. La guerre Ils nazale. n'ont pas encore déclaré la guerre. La guerre nazale. Parce qu'il y a une procédure parlementaire et tout par laquelle ils doivent passer. Voilà. Il a trouvé quand même un subterfuge. Oui, bien sûr. Quand ils décident de faire quelque chose, ils le font. Sauf que l'emballage, il diffère. Il diffère. Les conséquences sur le plan mondial, elles sont énormes. Sur le plan économique, sur le plan du mouvement des populations, sur le plan du positionnement de chaque État par rapport à la Russie, par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis. Les conséquences, en plus, on va les vivre quand même pendant longtemps. Et là, on n'en est qu'à l'Ukraine, c'est-à-dire que s'ils décident de déclencher d'autres foyers, ça risque d'aller très très mal. Non, au départ, on voyait le type d'armes qui étaient utilisées par la Russie. C'était des armes soviétiques. Il avait le choix entre les faire fondre au kilo. Carrément. Ou Pas à bien ce les point, non. utiliser. Les utiliser, oui, bien sûr, tel quel, oui, oui. il y a des armes des années 60, des années 50, le D30, le Haun 82 mm, le BTR 80, le BMP-1, le BMP-2, tout ça. C'est des armes de l'ère soviétique. Mais progressivement. Bon, il a assuré la défense aérienne. Au départ, c'était très peu. Mais maintenant, il commence à renforcer avec des boucs de dernière génération, des Thor, des Pantsir, même des S-300 qui sont déployés aussi en Ukraine. La seule arme sophistiquée que Poutine a utilisée, c'était l'arme de l'aviation. Il a utilisé les Sukhoi 35, les Sukhoi 34, un peu les Sukhoi 27, les Kamov Ka-52, les Mi-26, les Mi-28 pour une courte projection et retour vers les bases arrière. Mais sinon, le reste, c'était des armes soviétiques, il y a quelques jours seulement, qui commencent à introduire les T-90, le dernier cri, le Armata T-14, et ils commencent, même les lanceurs roquettes, les cornettes,
On ne les a pas vus au départ. Maintenant, on commence à les voir en nombre. Et Comme puis ça la commence à peser sur le plan. nouveauté, c'est l'utilisation des drones qu'on achète à 1000 euros pour coordonner l'action de l'artillerie. L'artillerie reste un élément essentiel de l'armée terre Mais russe. ça commence à peser quand même sur le plan financier pour Poutine. Pas pour les Russes. Si, pour les Russes, c'est... Non. Alors là, si tu dis ça commence à peser sur le plan financier pour les Russes, c'est que tu es en train de lire et de suivre des médias certainement occidentaux. Il est Certainement. intoxiqué Et par... c'est ça. Et ouais. c'est ça le drame le drame de cette guerre. Non, mais c'est ça qui est important dans cette guerre. C'est la guerre médiatique. La guerre médiatique qui existe aussi dans le cadre de ce conflit. Et les moyens mis en avant par la partie occidentale, c'est-à-dire que si on allume toutes les télés françaises, par exemple, là on est influencé et on regarde les télés françaises. Si on regarde les médias français, on se dit, mais Poutine, demain il va s'enfuir en Corée du Nord. C'est ça. Alors, hier, j'étais en train de voir entre les généraux qui ont été assassinés par Poutine, entre les armes qui ne fonctionnent pas, entre les citoyens russes qui n'ont plus accès à leur argent à travers les distributeurs automatiques, à travers les pénuries, etc., tu te dis, la Russie, c'est une catastrophe. Par contre, quand on lit aussi certains Occidentaux qui étaient en Russie dernièrement, puisque la Russie, ça reste quand même un pays qui reste ouvert et où on peut se rendre, etc., et qui reviennent, ils disent « mais tout ce qu'on est en train de voir dans les médias, ça n'a absolument rien à voir ». Par contre, je pense que la défaillance et la faiblesse des Russes, elle est justement sur le plan médiatique. Ils n'ont pas réussi, et là je parle en connaissance de cause, ils n'ont pas réussi à maintenir des médias, que ce soit RT, c'est-à-dire dans une cadence qu'ils avaient ces dernières années. Que ça soit Ils RT, sont plus sur Sputnik, satellite, ils etc. sont plus sur les réseaux sociaux. Toutes les plateformes dans le monde occidental, en Europe, ont été fermées, pas celles qui sont aux États-Unis, parce qu'il y a le principe, tu as le premier amendement qui protège donc la liberté d'expression, la liberté de la presse. Mais sinon, dans beaucoup de pays, obligation de fermer les bureaux et de fermer les plateformes. Ce qui est une atteinte à la liberté d'expression aussi. Il faut leur dire. Il faut leur dire, ouais. قولها لهم ليهم كي تروح للبرلمان عندهم. Non, l'angle mort dans tout ça, l'angle mort que je constate, c'est qu'on s'approche de la fin des objectifs de libération du Donetsk, Luhansk. C'est une question de quelques jours, une question de quelques kilomètres. Pour ce qui est de Zaporozhye, ils ont occupé la rive est avec la centrale électrique qui produit 27 000 mégawattheures et qui alimentait l'Europe. Donc, ils peuvent se débarrasser du reste de Zaporozhye. Kherson n'intéresse plus les gens. Khlas, ils ont rapatrié tous les habitants de la capitale Kherson vers la rive est du Dniepr. Khlas. Je pense que tout va se basculer vers le sud en allant vers Odessa. Vers Odessa. Faire la jonction avec la Transnistrie. Bravo Alec. Et ce qui va provoquer donc la guerre chez leurs Mais voisins. le problème après, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'ils vont récidiver avec le scénario de 2008, c'est-à-dire avec la Géorgie. Ils ont pris l'Ossétie, l'autre république, ils ont sécurisé Tbilissi, ils ont dit on va à Genève pour négocier la libération de Tbilissi. Maintenant, ils vont faire la même chose. Je pense qu'ils vont annexer Odessa pour accéder à la Transnistrie, puis encercler Kiev et négocier. Et couper l'accès à la mer. Il n'y a plus la mer Azov, c'est fini. La mer Noire, ce sera fini. C'est leur objectif en fait.
objectif principal. Merci Yassine Marzougi. On va parler juste de quelques points très précis pour finir l'émission d'aujourd'hui. Donc on est 65 années se sont écoulées donc depuis l'assassinat de Abban Ramdan. Il y a 2 jours, Yassine Marzougi, juste un mot pour ne pas parler de l'autre. Oh, l'histoire ne peut pas être une page blanche, il y a toujours des tâches. C'est une tâche, son assassinat. Bien sûr, c'est une C'est tâche une de perte quand notre... même. C'était une perte, même pour l'Algérie indépendante, certains disent. Chaque vie d'un Algérien est importante. Certainement. Donc, on ne va pas faire... C'est un assassinat politique dans un contexte révolutionnaire, comme il y a eu d'autres assassinats. Oui. Et effectivement, c'est des pertes énormes pour l'Algérie, oui. Bien sûr, pour l'Algérie indépendante et pour l'Algérie, même dans le contexte de guerre de libération. Oui. Même l'Algérie indépendante aurait vraiment tiré un grand bénéfice de Abban Ramdan. Yassine Marzougi, si on parle comme chaque fin d'année, on parle toujours de l'homme de l'année. Juste, si c'est possible. Bien sûr, Tarek Hafid. Avant de parler de l'homme de l'année Oui. à l'international et National, et oui. national, parce que je sais que c'est avec ça que tu vas clore C'est prévu, ouais. l'émission, C'est etc. prévu. Moi, je voudrais ouvrir une parenthèse parce qu'elle est très, très importante. Ce qui est en train de se passer Oui. actuellement, au Sahel, notamment au Mali, Oui. avec une guerre entre 2 groupes terroristes, et c'est plutôt Daesh qui est en train de prendre le dessus sur AQMI, Ah, est d'une importance capitale pour la sécurité de l'Algérie. de la région. De la région en général et de l'Algérie. Il y a actuellement des renforts, donc l'État islamique, le groupe État islamique a bénéficié de renforts énormes en provenance des pays d'autres pays du Sahel. C'est une véritable armée qui est en train de mercenaires surtout. c'est des terroristes, c'est des terroristes. Hein, Ouais. Des 2 côtés, c'est des terroristes. Ouais. Simplement, nous assistons depuis quelques mois à donc Daesh qui est en train de prendre le dessus sur AQMI et ça risque, c'est une réelle menace sur toute la région et surtout sur l'Algérie. Yassine Marzougi, une réelle menace. L'Algérie maintenant Oui, peut intervenir. ils se battent pourquoi? Pour le C'est territoire. la route de la cocaïne, du trafic d'armes, le cannabis. Donc ils se battent pour le contrôle de ces routes. Donc il n'y a rien d'idéologique. Est-ce que l'Algérie devra probablement intervenir? Je pense oui. Maintenant c'est légal d'intervenir hors de nos frontières. Elle devrait, puisque le Mali ne peut plus faire le travail, on va dire. دركا جاكوب يدار مع يعقوب. Ouais. حنا مسلمين واش دخلنا فيهم. Ouais, mais c'est une menace directe. نهار واحد فيهم C'est ce qui s'est يقرب passé dernièrement. نهار يقرب واحد فيهم نعطوه. Voilà, c'est ce qui s'est passé dernièrement. L'objectif, c'est que Chengueleha, il y a une année, le général Chengueleha avait parlé de cette notion de frontière sécuritaire, c'est-à-dire qui est au-delà de la frontière Ouais, il y a- physique. Ouais. D'accord. Là, je pense que Dakhlo fait la frontière sécuritaire. D'accord. Il y a aussi un deuxième élément qui est important, c'est le rejet, maintenant, de toute la rébellion Tergui, la décision de rejeter toutes les dispositions de l'accord d'Alger. C'est-à-dire qu'ils demandent maintenant, ils ne reconnaissent plus donc cet accord et refusent toute négociation ou tout respect de cet accord avec le pouvoir central de Bamako. Ça vient en plus rajouter plus de complications dans ce pays qu'est le Mali. Oui, Tarek Hafid, j'espère que le calme reviendra dans cette région. Surtout que l'Algérie compte beaucoup sur le tourisme, par exemple, dans le sud algérien. Ça reprend, ça commence vraiment à bouger dans le C'est sud très bien, algérien. c'est très bien. Et ce la qui décision- ce qui est bien, ouais. Donc d'octroyer des visas Ouais. à l'arrivée, c'est quand même, dans un cadre bien sûr organisé, c'est quand même... C'était facile de une le faire décision. finalement. C'était facile de le faire. C'est pas Il fallait évident. le faire, c'est tout. Je ne pense pas que ça soit facile. Il
ne faut pas oublier, Blé, nous avons quand même une administration qui se met pas en route, qui est très bureaucratisée. L'octroi de visa, c'est les AE avec les services sécurité, avec il y a plein d'acteurs qui rentrent en jeu, et surtout dans une région. Et il y a la question de la réciprocité aussi. C'est ça, oui. Mais c'est le tourisme qui perd en Algérie. Le pétrole. Il ne faut surtout pas aller vers un tourisme de masse comme on en voit chez nos voisins. Ouais, parce que sinon, c'est la catastrophe. Et je rajoute aussi autre chose, c'est la destruction des sites archéologiques auxquels on a assisté. Ça, c'est un scandale. Et je vois très peu de médias en parlant que c'est ça qui est scandaleux. Au même titre que le vol du patrimoine algérien par le voisin de l'Ouest. Le voisin de l'Ouest, Djar al-Gharb. Yassine Marzouki, on finit avec l'homme de l'année. Donc, on commence par l'homme de l'année international, le monde. Yassine Marzouki. J'hésite entre Poutine et Messi. Carrément. Il hésite avec un accent sur. J'étais content pour Messi. Ouais. Il a souffert lors de la finale pour apporter la joie à son pays. Ouais. C'est une grande émotion. Oui, c'était très fort. Je pense plutôt que c'est Poutine. Pas. Si on voit les populations du Donbass qu'il est en train de libérer. Il n'y a pas que ça. Ça reste quand même une guerre avec des pertes humaines, des familles entières qui sont décimées des deux côtés, etc. Ça, c'est pas par rapport à ça. C'est par rapport au fait qu'il est en train de changer. Le monde est en train de rentrer dans une nouvelle phase. C'est ça qui est important. On est en train d'aller vers autre chose. On va vers l'inconnu, certainement. Hein. On risque... il va y avoir beaucoup de pertes, il va y avoir... Et lui, en fait, c'est lui qui a décidé d'aller vers ça. Il a peut-être été un peu poussé aussi par les Américains, mais voilà. Moi, je pense plus à l'émir du Qatar, qui a quand même organisé une Coupe du Monde, qui a fait un grand coup de... Parce que Messi faqir ou Poutine mshah. لا نروح ل C'est bon. Algérie, l'homme de l'année. J'espère que c'est pas ce que j'imagine. Sûrement. بركونا من لا ديكتاتور هذه لوبينيون تخير لي انا شكون يعجبني. Oui, mais il y a une logique à suivre. Non, ça c'est la dictature. Honnêtement et incontestablement, c'est bon. Oui, je le savais. C'était bon. Le président algérien Il est en train de mener le pays vers une rive loin de la France, que ce soit économiquement, sur le plan de la langue, l'indépendance par rapport aux décisions, on va vers les BRICS, vers des partenariats gagnant-gagnant avec les grands de ce monde. Sanctionner un pays européen sans hésiter un seul instant, ça, c'est pas tous les Algériens qui savent le faire. Rappelez son ambassadeur en France. Parce que quand tu es en place de bonus, les Espagnols, يعيطك Macron تقول له اسمح لي غلط لا غالب كنت ضارب صاروخ. C'est l'Espagne. C'est l'Espagne. Donc Tarek Hafid, l'homme de l'année en Algérie. Hafid Sofiane. Oui, Sofiane. L'idée donc qui devient actionnaire le projet Garage Bilet par décision de M. Khellaf. Donc ça me va très bien. Moi je penserais plus à Cherif Mellal que Yassine Marzouki peut-être ne sera pas content mais quand même. En parlant de Cherif Mellal كنت نحكي لك فيها قبيله. انا ما فهمتش واش صاير في تيزي وزو هذه. مصطفى معزوزي a déposé plainte contre Mellal. Pour. ما على باليش واش كاين بيناتهم سي ان افير دور غير لتما. Mellal ما صرا له والو. Et une plainte de Mellal contre Mustafa Mazouzi. امي مرمدو فيه مصطفى معزوزي يقول لي وين تبدا الدوله وين خلاص لوبوزيسيون. Comprend plus rien. Il n'est pas dans l'opposition.
il est dans la gestion du club. Si on parle à titre juste d'information, quand Mellal était à la tête de la GSK, on jouait les titres, il y avait beaucoup de public, il y avait beaucoup de monde au stade, il y avait des familles dans le stade. La GSK a surtout repris son identité et là, c'est vraiment très grave, Tarek Hafid. La GSK est relégable et elle va directement vers le purgatoire. Ça ne sera pas évident. C'est pour la première fois le seul club qui est resté sans non, la la GSK D2. ne va pas en deuxième division, ça c'est sûr. Rassurez-moi. Merci Yassine Merzougui. Merci d'être là pour ce premier numéro de l'Angle Mort. Et le dernier pour l'année 22. Oui, premier et dernier pour l'année 2022. Tarek Hafid, merci aussi. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin d'année, un bon début de fin d'année. Ouais. Un bon début d'année. Voilà, ouais. 2023. Début de fin, on est en début de fin. Là aussi, vous avez la caméra, vous pouvez souhaiter bonne année pour le peuple algérien, bien sûr. Oui, le peuple algérien et puis toutes les personnes que je connais. Et puis, voilà. Ouais. Yassine Merzougui aussi. Moi aussi, je souhaite bonne fin d'année à tous les Algériens et une heureuse année en 2023. Je crois qu'elle va être meilleure à tous les niveaux, surtout au niveau économique. Nous l'espérons, donc excellente fin d'année à tout le peuple algérien. Bonne fête, j'espère que l'année prochaine sera meilleure, comme dit Yassine Merzougui. Nous l'espérons surtout sur tous les plans économiques, politiques, droits de l'homme, liberté d'expression. Tarek Hafid, je ne peux pas ne pas le dire. C'est très bien. C'est très bien. Merci d'être là. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Angle Mort. Restez branchés au programme de Salam TV.